une conférence un peu particulière qui sort un peu du web marketing, très très liée puisque capital dans un lancement de produit, que ce soit un site, peu importe, l'expérience utilisateur, comment y réfléchir, comment chacun dans l'entreprise doit avoir en tête l'expérience utilisateur. Sébastien nous en parle. Bonjour, bon, j'ai une bonne nouvelle. Comme il est 12h15 et que peut-être vous allez commencer à avoir faim, ça durera un petit peu moins longtemps. Vous serez peut-être les premiers à pouvoir vous diriger dehors. Et j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que je suis en train de perdre ma voix, donc si je la perds, Vincent finira en langue des signes tout à l'heure, mais ça va bien se passer. Je m'appelle Sébastien Charrier, si vous ne me connaissez pas... Ah ben voilà, super, ça commence très bien. C'est bon. Non? On va la faire à l'ancienne, c'est pas grave. J'ai créé une société qui édite un outil pour les développeurs, ça s'appelle bum.sh. Donc on n'est pas du tout dans le sujet aujourd'hui. Mais avant ça, je suis passé dans une société qui s'appelle Capitaine Train, qui a été rachetée par Trendline il y a 2 ans, et qui a été vraiment connue en particulier grâce à l'expérience utilisateur que le produit et l'ensemble de l'entreprise procuraient. Et c'est pour ça que je suis ici pour vous en parler, parce que même en tant que développeur, ça m'a profondément marqué. Et je viens aujourd'hui avec une phrase, avec une vraie vérité, qui est que nous sommes tous ici des UX designers. Alors si dans la salle, il y a quelqu'un qui est réellement un UX designer officiel avec ça marqué sur sa carte de visite, attendez 2 secondes avant de paniquer, on va discuter, je vais vous expliquer et ça va bien se passer. Je propose de commencer avec un petit exemple. Imaginons qu'on veuille créer ensemble une application, allez au pif, une application qui permettrait de réserver des billets de train. Je ne travaille plus à Trendline depuis un an. Donc le principe de base, je veux partir d'une ville, je veux aller dans une autre ville, je choisis la date de départ, et puis on va me lancer une recherche. Voilà, donc bon, moi je suis tranquille, j'ai envie d'aller à Budapest. La recherche se lance, bon, ça prend un petit peu de temps, toujours en train de chercher, et puis j'obtiens mes résultats de recherche. Je vais pouvoir maintenant, du coup, choisir mon billet, le réserver et le payer. Donc jusque-là, pas de problème, ça semble assez simple. Bon, il se trouve que très exceptionnellement, en ce moment, il y a des grèves SNCF. Du coup, l'équipe de service client a décidé de mettre un petit message en haut pour indiquer, expliquer ce qui se passait. Il se trouve qu'on aimerait bien que les gens, plutôt que d'utiliser notre appli web, ils utilisent l'app iPhone. Donc, du coup, on va essayer de la pousser un petit peu. Notre service juridique est passé par là et nous a expliqué qu'on utilisait des cookies et que du coup, il fallait expliquer aux utilisateurs comment ça fonctionnait. On est le 25 mai, il se passe des trucs aujourd'hui, il y a pas un RGPD, je ne sais pas si ça vous parle, enfin bon bref. Et puis bon quand même, si le mec il n'achète pas son billet de train, on aimerait bien récupérer son adresse mail, donc on va lui mettre une petite pop-up histoire de récupérer, d'être sûr. En général, c'est le moment où on perd l'utilisateur. Enfin, en tout cas, où moi je me bats. Alors là, je caricature 2, 3 bricoles, mais enfin, je pense qu'on est tous allés ici sur des sites web où l'expérience était exactement celle-là. Alors qui est responsable là-dedans? Moi, je me sens responsable en premier en tant que développeur parce que j'ai une recherche qui va durer 15, 20, 25 secondes. C'est peut-être un petit peu long pour un utilisateur. On a des équipes mobiles qui ont une part de leur responsabilité parce que c'est vachement bien de vouloir pousser l'app mobile, mais bon, on bouffe de l'espace à l'écran, on complexifie le principe. L'équipe juridique, on n'en parle même pas. Le service client qui part du mode d'intention, qui veut expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une grève, comment est-ce que ça se passe, l'équipe communication qui veut récupérer des mails, enfin bref, on est d'accord que là, un petit peu tout le monde, tous les gens qui travaillent dans l'entreprise ont une petite part de responsabilité. En fait, le principe, il est simple. À partir du moment où vous faites partie des gens qui prennent une décision autour du produit, vous devenez UX designer. Tout le monde est donc UX designer. Le problème, c'est que personne ne sait exactement ce qu'il est en train de faire. Si, quand je demande d'une façon générale à des gens c'est quoi le design, ben, on va me parler d'UI, c'est-à-dire de visuel, de graphisme, de ce genre de choses, mais en fait, définir le design en tant que tel, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il y a un type qui est assez connu dans le monde du design, qui s'appelle Jared Spool, qui explique que pour lui, selon lui, le design est la représentation réelle, la transposition dans le concret d'une intention. On part d'une idée, d'une volonté, et on va réfléchir à comment est-ce qu'on transpose cette volonté dans la vie réelle.
Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé à Trendline. J'étais développeur dans une petite équipe qui s'appelait l'équipe 25AV, qui était l'équipe qui était chargée de maintenir l'API de Trendline. On était 8, hein, donc c'est le jour de mon départ. On allait faire la fête après. Donc notre job, concrètement, c'était de vérifier qu'il n'y avait pas de bug en temps réel sur notre API, de la maintenir, corriger les bugs s'il y en avait, de la faire évoluer, c'est-à-dire de bosser avec les autres équipes pour rajouter de nouvelles fonctionnalités, d'améliorer l'architecture. Donc globalement, pas du tout un travail de designer normalement. On avait quelques intentions à Trendline. En fait, on en avait deux. La première, c'était que nos utilisateurs passent le moins de temps possible sur nos applications. Autrement dit, qu'on puisse vraiment réserver un billet de train en moins de 30 secondes si on pouvait, moins d'une minute quoi qu'il arrive. Ça, c'était la première grande intention. Et la deuxième, c'était que nos utilisateurs soient heureux de faire ça. C'est pas juste j'achète mon billet de train. J'ai acheté mon billet de train, j'étais tellement content de le faire que quand je vais voir mon pote utiliser Voyage SNCF la prochaine fois, je dis non, tu déconnes, sans déconner, prends Trainline. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui étaient fondamentaux dans le fonctionnement de la boîte, des points sur lesquels tout le monde partageait cette culture-là. Et du coup, c'était vraiment hyper ancré. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Paniquez pas, c'est du code, mais qui est hyper compréhensible. Je vous donne. Alors, s'il y a des gens qui ont fait du Java dans la salle, c'est du code en Ruby. Je suis fier que ce soit du code en Ruby. Je vous le fais hyper simplement. Au moment où on paye son billet de train à Trainline, il se passe un truc, c'est-à-dire que dans le code, on dit attention, est-ce que tous les items qu'on est en train de payer peuvent réellement être payés? Alors d'un point de vue extérieur, ça paraît complètement con. Si j'ai cliqué sur payer, c'est que évidemment normalement je peux les payer. Mais il y a certains cas, pour plein de raisons, parce que le domaine du train est un domaine qui est compliqué, où au moment où on va vouloir vraiment les payer, on ne va pas pouvoir. Et donc là, ce que fait ce bout de code-là, c'est qu'en fait, on génère une exception, c'est-à-dire que l'utilisateur se prend juste erreur système. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je fais une recherche sur Google, si ça plante, ou une recherche sur Trendline, si ça plante au moment où je fais ma recherche, ça va, je suis détendu, ok, je la relance, pas de problème. Si ça plante au moment où je vais essayer de booker, de réserver, ça va encore, ça va me casser les pieds, parce qu'il va falloir que je relance la recherche, mais ça va. Si le système plante au moment où je viens de saisir mes coordonnées bancaires, mon numéro de carte bancaire, ma date de validité, le petit cryptogramme qui est derrière, et que là, je me tape juste une erreur système, je vais commencer à paniquer. Est-ce que j'ai été débité ou pas? Est-ce que les datas sont bien sécurisées? Parce que quand même, si on parle de mon numéro de carte bancaire. Donc s'il y a bien un endroit, un moment où on ne peut pas se permettre de juste générer une erreur système à un utilisateur, c'est ce moment-là. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on avait. Donc moi, je travaillais dans l'équipe paiement, donc du coup, mon job était de dire on ne peut pas laisser ça, on va l'améliorer. Première étape, je suis passé de ça à attention, il semblerait que certains éléments de votre panier ne puissent pas être payés. Pas de panique, votre compte n'a pas été débité. On sait qu'on peut recommencer sans flipper. Et puis en travaillant un petit peu le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres cas. Il y a un cas où j'avais mis des billets dans mon panier, où j'ai commencé à le payer, et en fait, à ce moment-là, le billet a expiré parce que nous, on vendait des billets d'autres transporteurs, et chez eux, ils avaient dit, non, finalement, ce billet-là, on le redonne. Et du coup, le problème, dans le domaine du train, c'est qu'on ne peut pas automatiser le fait de vous redonner la place. Si vous aviez pris cette place-là et qu'elle vient d'expirer, on ne peut pas vous la redonner automatiquement. Donc il faut relancer une recherche, la rebooker et la choper. Et du coup, il est vachement important pour l'utilisateur de savoir qu'il faut qu'il fasse tout ça. Puis il y a d'autres cas. Pour ceux qui prennent Angers-Paris, le train Angers-Paris, vous savez que la connexion est absolument parfaite, ça ne coupe jamais. Personne ne prend le Angers-Paris, c'est pour ça. Ça coupe toutes les 20 minutes, toutes les 10 minutes, et donc on peut très bien avoir commencé à payer, envoyer la requête de paiement, le serveur l'a bien reçu et donc a effectué le paiement, mais vous, parce que la connexion a coupé, vous n'avez jamais reçu le message. Et donc votre application va vous dire, attention, ça va planter, relance. Et donc à ce moment-là, il faut seulement que vous dites, non, c'est bon, t'inquiète pas, tout a été fait, c'est payé. Donc on est parti d'un tout petit machin pour en arriver à beaucoup plus de code. Je vous passe ça parce que c'était pour une conf de dev. Donc un développement qui prenait 8 minutes à la base, on se retrouve au final à le développer en 8 heures, voire plus. Comment c'est possible? Comment c'est possible en fait d'arriver à exploser le temps qu'on pensait mettre sans se faire démonter par son manager en fin de journée? La vraie clé de ça, c'est que toutes les personnes de l'entreprise partagent la même culture du design, sachent exactement de quoi il en retourne et tous conscience du fait que si ça prend du temps, c'est pas juste pour le plaisir, c'est parce que réellement on allait jusqu'au bout de la réflexion. Donc tout le monde doit être impliqué dans l'UX. Alors j'ai identifié moi quelques clés, quelques éléments qui ont fonctionné dans les entreprises dans lesquelles je suis passé pour inculquer ça. Et la première,
c'est une forte compréhension du métier. Il y a quelques années de ça, j'ai travaillé dans une entreprise locale qui s'appelle Empreinte Digitale aujourd'hui, qui s'appelait V-Technologie à l'époque. Et j'ai été le lead développeur sur une solution de gestion des archives départementales. Le métier des archives est un des plus complexes auxquels j'ai pu me frotter dans ma carrière. Et donc, on connaissait absolument rien, j'ai aucune formation en archives, voilà, je connaissais rien. La première étape qui a été décidée d'être réalisée, c'est on est allé aux archives départementales du 49 et on a passé la journée avec un archiviste qui nous a expliqué tout son métier, comment est-ce que c'était classé, comment est-ce que les archives arrivaient, comment est-ce qu'on recherchait dedans, comment est-ce qu'on pouvait les consulter, etc. Euh, de là, on était 2 développeurs, on a écrit, on a formé, et toute l'équipe qui a été créée ensuite partait avec ces bases-là. Allait, elle aussi, sur le terrain, allait rencontrer. À Trendline, quand on arrive, quand on est recruté là-bas, on passe les 3 premières semaines avec au minimum 1 voire 2 formations par jour. On va voir la formation, on va nous expliquer comment ça se passe côté SNCF entre le moment où on book un billet de train et le moment où on peut le payer. On va avoir des formations sur l'histoire du train en Europe. Tiens, pourquoi les rails n'ont pas la même largeur en France et en Espagne? Voilà. Ce genre de choses. On va nous expliquer pourquoi, comment ça se passe un fonctionnement, un paiement sur Internet. Donc voilà, ça dure 3 semaines et on s'imprègne profondément pendant ces 3 semaines de la culture de l'entreprise, de la culture du domaine qu'on va toucher. Pour vous donner un petit exemple quand même. Ça, c'est toutes les informations qu'il y a sur un billet de train. On ne s'en rend pas compte. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pris des billets encore physiques aujourd'hui pour venir, il y en a de moins en moins. Mais quand on bossait là-bas, il fallait qu'on sache, qu'on connaisse à peu près tout ça. Bon, ce n'est pas mon cas. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, il y a un biais qui est assez naturel chez l'être humain. C'est quand on essaie de résoudre un problème, quand on pense qu'on a la solution du problème, on s'aime vraiment beaucoup. On est hyper fiers de notre solution. On tombe amoureux de nos propres solutions, mais c'est comme ça. Enfin, moi, je l'ai fait des dizaines de fois, alors que des fois, le problème ne se situe pas du tout là. L'idée de bien connaître le domaine métier auquel on touche, c'est plutôt que de tomber amoureux de nos solutions, c'est tomber amoureux des problèmes des utilisateurs. De vraiment comprendre quels sont ces problèmes qu'ils rencontrent chaque jour et de vraiment avoir comme objectif profond de les résoudre, peu importe la façon. Le deuxième élément, alors ça paraît un peu con d'écrire comme ça, mais c'est tellement important et c'est tellement peu fait en vrai, c'est un vrai dialogue permanent entre tous. On parle de designer, de développeur, du support, du marketing, du service juridique, même de la comptabilité. Quand un développeur veut modifier un message d'erreur, aller discuter avec l'équipe support pour savoir si le message d'erreur est vraiment explicite et bien conçu, c'est pas complètement débile. Quand un UI designer va rajouter une nouvelle fonctionnalité, en fait, potentiellement, à un moment donné, il va demander quelque chose qui techniquement sera hyper compliqué. S'il ne discute pas avec un développeur à ce moment-là, évidemment qu'on va passer à côté. Peut-être que ce qu'il demande va faire que la page va répondre en 5 secondes au lieu de 300 millisecondes, parce que c'est vraiment hyper compliqué, et qu'on pourrait trouver un entre-deux. Donc ce dialogue, il doit être permanent, et il n'y a pas de vraie, malheureusement, façon de procéder pour le mettre en place, à part le fait de vraiment l'inculquer dès le départ dans la culture de l'entreprise. Alors là, on est vraiment sur le côté création d'une application web ou d'un site web, mais quelque chose qu'on fait quand même régulièrement, dès qu'on parle du UX ou du UI, c'est d'organiser des tests avec des utilisateurs. À Trendline, au moins 1 fois par semaine, on allait dans un café, on prenait des gens au hasard, et en fait, soit on leur faisait tester l'application, pour vérifier qu'on était toujours bon et que ça fonctionnait bien et qu'il n'y avait pas de gros décalage entre la façon dont les gens l'utilisaient et la façon dont nous on la concevait, ou on se ramenait avec juste du papier et on leur dessinait des petits drafts d'UI et puis on leur faisait tester ça. L'idée, c'était pas qu'il y ait uniquement les designers qui aillent faire ça. Les développeurs y allaient régulièrement, les gens du support y allaient régulièrement. C'est un excellent moyen d'aller sur le terrain. Alors, de se choper beaucoup d'amour quand ça marche bien. Hein, les gens, voir quelqu'un qui est juste fasciné parce qu'il a réussi en 30 secondes à prendre son billet, c'est super agréable. Se prendre des pains dans la tronche aussi quand on se rend compte qu'on s'est trompé. Mais c'est un bon moyen d'entrer au contact. Il y a un autre moyen qui est encore plus intéressant. C'est le fait de participer au support de votre produit. Alors, je vous conseille, ce sera dans les slides qui seront publiés, j'ai mis l'URL ici. Jonathan Lefebvre est un des premières personnes qui a été embauché à Capitaine Train.
C'est lui qui a, en l'occurrence à l'époque, mis en place, créé tout le service client. Il a fait une super conf à The Family il y a quelques mois de ça. Il est assez réputé dans le domaine. Et donc il a écrit un long article sur l'obsession du service client à Capitaine Train. C'est vraiment intéressant, je vous invite à le lire. Dans toute cette obsession du service client, j'ai sorti 2 éléments. Le premier, c'est quelque chose qu'on a appelé Everybody on Support. Le principe, il est hyper simple. Il est que n'importe quel salarié de l'entreprise, une demi-journée par mois, va aller faire le travail de l'équipe support. C'est-à-dire qu'en gros, pendant une demi-journée, on va aller se connecter à l'interface de gestion des tickets. Et au lieu que ce soit l'équipe dédiée au support qui réponde, eh ben, ça va être nous. Et donc les développeurs le faisaient, le CEO de l'entreprise le faisait, le comptable le faisait, tout le monde le faisait. Ça permet de faire quoi? En fait, quand on doit répondre une fois à un problème, ça va. Quand on répond 10 fois au même problème, ça va. Quand on répond 100 fois au même problème, on se dit, bon, ok, peut-être que si je peux faire quelque chose pour le fixer, ce serait le bon moment pour que je le fasse. Euh, Au-delà de ça, au-delà de l'intérêt pour bien comprendre ce qui se passe, dans les périodes un petit peu compliquées, comme la période actuelle, quand on vend des billets de train, quand il y a une grève de la SNCF ou quel que soit le transporteur, vous imaginez bien que l'interface de tickets, elle devient compliquée à gérer. Hein. J'ai des collègues qui me disent encore que le matin, ils peuvent en ce moment se ramener avec 1500 tickets. Quand vous avez toute l'entreprise qui est capable de répondre à vos clients, c'est vachement intéressant. Ça permet d'absorber beaucoup plus rapidement. Un autre élément que j'ai noté qui était fabuleux, donc là encore en parlant d'expérience sur le service client, à chaque fois que quelqu'un nous demandait une évolution qu'on n'avait pas encore faite, on le notait dans un board Trello. C'est-à-dire que chaque personne qui a demandé un jour à avoir une nouvelle fonctionnalité, typiquement là c'était l'échange, les gens assez logiquement voulaient échanger leur billet de train directement depuis l'application. On crée une carte dans un Trello en disant voilà le lien de la personne voilà la demande. Donc ça peut être un tweet, ça peut être un commentaire Facebook, ça peut être un email qu'on a reçu un jour. Et puis le jour où cette fonctionnalité est implémentée, on allait reprendre toutes ces demandes-là et leur répondre individuellement. Et croyez-moi, quand ça fait 2 ans que vous avez demandé un truc et qu'on vous envoie un petit tweet en mode hey, coucou, ça y est, c'est fait, et que vous le recevez personnellement, en termes d'effet, waouh, c'est incroyable. Et pour le coup, pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis allé travailler là-bas en fait à l'époque, parce que j'avais fait partie de ces gens-là qui avaient été 2 ans après en mode hey, on t'a pas oublié, on vient de le faire. Le dernier grand point sur lequel je voulais insister aujourd'hui, il est que dans la plupart des entreprises, on met en place des systèmes de récompense. Vous êtes intéressé au chiffre d'affaires ou bien vous avez des objectifs. Voilà. Le problème de ces systèmes de récompense, il est que bien souvent, on récompense tout sauf le design. On récompense le respect des délais, ouais c'est bien, tu as fait ton boulot dans les temps, c'est super. Waouh, on a amélioré le taux de conversion. Vous avez réduit les coûts, bravo. L'avantage compétitif que vous avez apporté à l'entreprise est magnifique, c'est génial. En fait, souvent, on récompense l'individu et pas l'ensemble. Et le problème de faire ça, ça fait quoi? Ça fait qu'on crée des forces qui ne sont pas forcément complémentaires, des gens qui ont des objectifs qui sont potentiellement opposés. Qu'est-ce qui se passe quand on a des objectifs opposés? On fait du surplace. Donc l'idée là est plutôt de définir des objectifs qui sont globaux, d'emmener tout le monde dans la même problématique, d'emmener tout le monde vers le même objectif plutôt que de différencier et de se retrouver au niveau individuel à chaque fois. Ça ne marche pas. Je l'ai expérimenté. J'étais réellement confronté à ce genre de problématique de gens, tiens, l'équipe marketing voulait rajouter ce truc-là. Oui, mais c'est en totale opposition avec le fait d'avoir une expérience qui soit de moins de 30 secondes quand on veut acheter notre billet. Si vous devez retenir sortir d'ici avec quelques éléments, c'est juste, s'il vous plaît, soyez conscient que tout le monde évolue autour de vos produits, prend des décisions. Tous les gens qui prennent des décisions participent au design de votre produit, participent à l'expérience de vos utilisateurs. Si vous avez en tête le fait de rendre vos utilisateurs heureux, ça pourra changer plein de choses dans le bon sens. Et je vous jure qu'on peut quand même se faire un petit peu de pognon comme ça. Voilà, je vous remercie. Du coup, je suis sûr que je suis hyper en avance. On est très bien justement pour prendre des questions. Ouais. Si quelques-uns dans la salle ont des questions.
En attendant que vous pensiez à votre question, moi j'en avais une. Tu parles d'écoute client, d'écoute consommateur. Qu'est-ce que tu penses de plus en plus d'outils d'analytics, de eye tracking, enfin bref, il y a énormément d'outils qui sont relativement neutres, mais déconnectés de l'utilisateur. Est-ce que c'est réellement intéressant pour prendre des décisions en termes de design ou c'est des pièges? C'est un sacré sujet et c'était un sujet de longue discussion justement à Trainland. Effectivement, on a commencé dans la dernière année à mettre en place des outils enfin, d'A/B testing, alors qu'avant ça, ça fonctionnait vraiment beaucoup à base d'interviews d'utilisateurs, de tests utilisateurs en réel et d'échanges beaucoup plus qualitatifs, beaucoup moins quantitatifs. Tous ces outils-là, en fait, ils ont un intérêt, c'est qu'on a des métriques qui sont assez précises. Le problème, c'est que, bah, comme n'importe quelle donnée, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Et c'est un des gros biais de tout ce qui est A/B testing, tracking, etc. C'est que, bah, à un moment donné, oui, vous avez le chiffre, mais la signification que vous lui donnez n'est pas forcément celle, enfin, qu'il y a derrière. Il y a potentiellement plein d'explications. Et du coup, bah, c'est intéressant, c'est évidemment intéressant. Ce sont des outils qui sont géniaux pour prendre des décisions. Mais je pense qu'il ne faut pas se reposer uniquement là-dessus. Et c'est pour ça que j'insiste un petit peu là-dessus sur le côté interview d'utilisateurs, le fait d'aller sur le terrain, de les rencontrer. C'est qu'en fait, ça, plus les outils de tracking ou d'analytics, ça permet de prendre un peu plus de recul, d'avoir une vision un petit peu plus périphérique du truc. Merci. Des questions? Ouais. Question, comment est-ce que vous partagez en interne cette vision transversale? Comment est-ce que vous dites finalement aux non-spécialistes qui collaborent à UX Design qu'ils le font? Et comment vous entraînez finalement une dynamique globale pour avoir cette culture? Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui viennent, qui doivent être pris en compte. Il y en a un dont je n'ai pas du tout parlé ici, c'est le recrutement. Le recrutement à Trainline est assez particulier. Enfin, voilà, on rencontre 5 personnes différentes, de 5 équipes différentes, enfin, de 4 équipes différentes. Il suffit qu'il y en ait un qui dise non pour ne pas être pris. Enfin, voilà, il y a tout un process qui fait que, on crée une équipe homogène, avec des gens qui ont globalement une vraie compatibilité. Deux, on les forme vraiment profondément au métier. Et ça, c'est un truc qui, à mon avis, est primordial. Parce qu'en ayant la même culture du métier, du domaine sur lequel on travaille, bah forcément, il y a des éléments qui deviennent juste évidents. Et puis ensuite, je crois que c'est un travail permanent de ceux qui étaient là avant, de maintenir ce truc-là. C'était un travail des fondateurs à l'origine, et puis ensuite des premiers qui ont commencé à évoluer dans l'entreprise. Et moi, je sais que quand je suis arrivé dedans, ça m'a fasciné, ça. Le fait que tout le monde était dans cette dynamique-là, et quand moi je codais quelque chose, la personne qui allait relire mon code allait, si j'avais oublié de demander à l'équipe client, parce que j'avais changé à l'équipe, pardon, service client, parce que j'avais changé un message d'erreur, la personne qui relisait mon code me disait «Eh, est-ce que tu es sûr que tu as bien, est-ce que tu es sûr de ce message-là?» Et donc, du coup, bah, le fait d'avoir les anciens qui continuent de transmettre ça aux nouveaux et de forcer finalement le système fait que ça perdure et ça fonctionne. Mais je crois qu'il n'y a pas de vraie recette miracle. C'est plein de petites choses qui, mises bout à bout, en fait, font que ça fonctionne. J'ai essayé de citer ici les 4 ou 5 éléments qui, moi, m'ont paru les plus importants, mais il y en a des dizaines d'autres. Bonjour. Bonjour. Donc moi j'avais une question qui était plutôt sur le métier de l'UX designer en lui-même, parce que finalement quand vous nous dites tout le monde doit être UX designer dans l'entreprise, et ben quelle est la place pour les UX designers dont c'est vraiment le cœur de métier quoi? Juste pour savoir, vous êtes UX designer ou pas? Moi j'étais dans une start-up où j'étais chef de projet, mais c'était moi qui avais la responsabilité de l'UX, mais on le D'accord, faisait ouais. comme vous le faites là en fait, il n'y avait pas d'UX designer à proprement parler. Ouais. En fait, l'idée de ce talk et de tout ce discours est évidemment pas de dire que tout le monde doit avoir les compétences d'un UX designer. Euh, c'est plus avoir la culture qui va permettre, au moment où ils prendront des décisions, ça soit pas en totale opposition avec l'intérêt du produit. Donc en fait, il n'y a pas de remplacement. Je grossis évidemment le trait, et c'est l'idée un petit peu de ce talk-là, mais on peut pas envisager que l'intégralité d'une entreprise ait les mêmes compétences qu'un véritable UX designer. C'est vraiment plus avoir les fondamentaux, la compréhension de son travail,
le réflexe d'aller lui poser la question le jour où il y a besoin. Voilà, c'est plutôt ça. C'est un vrai métier hyper compliqué auquel je ne me frotte même pas. Je crois qu'il y avait une autre question. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de faire très attention aux incentives qui sont plutôt basés sur les individus que sur les équipes. Du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place pour récompenser justement et comment vous mesurez de façon globale sur une équipe les avancées que vous avez faites en matière de UX? Alors, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, parce que je sais que je cite une boîte dans laquelle je ne suis plus, mais je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont évolué. À l'époque, le gros comment dire, la perception de tout ça se faisait principalement via ce qu'on recevait comme ticket, en fait. C'est-à-dire que concrètement, en plus des tests, qui avaient des vrais tests utilisateurs. Alors après, je ne sais même pas exactement comment les designers prenaient la décision de changer quelque chose. Mais entre les feedbacks qu'on avait sur les tests réels, plus les remontées qu'on avait au niveau du support, ça nous donnait une bonne perception des choses. Si on voyait qu'on avait, après un changement d'UI, plein de mails en mode « Ah, ça se passe pas bien, je comprends plus ce truc-là », ou alors on voyait un taux de conversion qui avait chuté, on savait qu'il y avait une erreur qui avait été faite. Mais c'est là encore un ensemble de plein de petits indicateurs et d'une personne ou d'une équipe en fait, derrière qui soit capable de lire ces indicateurs-là qui répond à cette question-là. Il n'y avait pas un élément en fait, parmi d'autres. Je ne sais pas si je suis très clair, parce qu'en fait, en n'étant pas moi-même dans l'équipe de design, je restais très loin de leurs problématiques profondes. J'étais intégré comme tous les autres de l'entreprise dans leur dynamique, mais pas spécifiquement sur ces sujets. Et du coup, en incentive, vous avez réussi à mettre en place quelque chose pour justement faire prendre conscience à tout le monde et participer à cette culture d'entreprise que vous aviez? Parce que, comme je disais, il y avait, en fait, il y avait, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, je suis désolé. En fait, ouais, comme je ne fais plus partie de l'entreprise, je ne sais pas si j'ai le droit de parler de. Voilà. Ce que je peux vous dire juste, c'est qu'il n'y avait pas de récompense perso, mais il y avait des récompenses globales. Il y avait un système qui faisait que tout le monde se sentait réellement dans le même bateau. Je leur demanderai avant mon prochain talk si je peux parler de ce genre de choses. Une autre question? Une toute en haut là-bas. Vous avez dit à un moment que l'UX n'était pas récompensé par rapport à une augmentation du taux de conversion, à une augmentation du nombre d'utilisateurs. Mais est-ce qu'améliorer l'UX pour rendre la conversion plus rapide ou pour rendre l'utilisateur heureux, ça n'a pas comme objectif justement d'augmenter le taux de conversion et d'augmenter le nombre d'utilisateurs mensuels en les fidélisant? Absolument, mais c'est pas parce que le taux de conversion a été augmenté qu'on a fait un bon travail sur l'UX. Et ça, pour le coup, moi, j'ai vraiment vécu les situations inverses où, effectivement, on améliorait le taux de conversion, mais avec un taux de satisfaction, avec un feedback utilisateur qui était moins bon. Ça arrive, en fait, ça arrive. Là encore, c'est compliqué de vous citer un exemple précis, mais c'est pas parce qu'il y a plus de gens qui achètent qu'ils sont satisfaits d'acheter. Et là, on arrive à une vraie question qui est c'est quoi l'objectif de l'entreprise? Est-ce que c'est uniquement de faire de l'argent? Et ça peut. Et est-ce que c'est faire de l'argent et en plus avoir cette satisfaction de rendre des gens heureux d'utiliser votre produit? Et là, on arrive à plus une question à grande échelle de philosophie de l'entreprise. Ça lui fait faire un peu de sport. Et de vous organiser dans vos questions, ce serait bien. D'abord, merci pour ton talk. Il était vraiment top. Moi, c'est pas une question que j'ai, c'est une remarque. J'avais parlé avec l'UX designer de Boursorama, qui m'avait dit que, donc toi, tu parlais d'un temps, faut passer le moins de temps possible pour une action donnée. Eux, c'est l'inverse. Ouais. Parce que vendre des actions, par exemple, on va se dire, c'est quelque chose de complexe à mettre en place, c'est calcul qui va avec. Et donc, du coup, ils gonflaient artificiellement le temps de traitement pour rassurer l'utilisateur en disant voilà, ce que tu nous as demandé, c'est de l'argent, c'est du temps de travail de calcul,
Donc on gonfle le temps d'exécution de la tâche pour que tu sois rassuré et que derrière, tu aies un bon ressenti sur l'action qui a été faite. Ça a énormément de sens. Mais l'intention qui est derrière, elle était quoi? Elle était de rassurer l'utilisateur. Et du coup, pour rassurer l'utilisateur, eh ben, ils ont réfléchi à tous les mécanismes qu'ils pouvaient mettre en place, dont celui-ci c'est hyper intéressant. Enfin, je veux dire, c'est vachement rigolo. Nous c'était l'inverse. On savait que les gens qui venaient de Voyage SNCF, à l'époque, parce que ça a beaucoup changé aujourd'hui, c'est vraiment. Mais au tout début, quand cette boîte s'est créée, il y avait un gap qui était phénoménal entre le temps qu'on mettait à prendre un billet de train sur Capitaine Train à l'époque et sur Voyage SNCF. Et donc du coup, ce temps-là est devenu un argument commercial, un argument pour rendre les gens heureux d'utiliser cette application. Mais ça a totalement du sens d'avoir la logique inverse, puisque l'intention n'est pas du tout la même. Ok, eh bien merci Sébastien. Merci à vous. Bon appétit.